J'étais assis dans mon bureau lorsque le médecin de la clinique a appelé. C'était une journée ordinaire, le soleil inondait mon bureau au cœur de la Défense et je parcourais des contrats. Je pensais à l'enfant qui devait naître dans 3 mois. Notre enfant. Après des années d'essais, après les larmes de Claire, après d'innombrables visites chez des spécialistes, cela arrivait enfin. La gestation pour autrui était notre dernier recours. Et j'étais prêt à donner à ma femme tout ce qu'elle désirait. Le docteur Mercier n'appelait jamais sans raison. Sa voix était étrangement tendue, comme si elle pesait chaque mot. « Monsieur Julien, nous devons parler. » Personnellement, quelque chose dans son ton fit s'accélérer mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant va bien? L'enfant est en bonne santé. Mais il y a une affaire qui requiert votre présence. Aujourd'hui, si possible. Je suis parti immédiatement. La clinique se trouvait dans un immeuble élégant de Neuilly-sur-Seine, discret et hors de prix. J'avais payé une fortune pour leur service, pour la confidentialité, pour la garantie du succès. Le docteur Mercier m'a reçu dans son bureau, fermant la porte avec plus de soin que d'habitude. « Monsieur Julien, nous avons reçu les résultats des tests génétiques supplémentaires. C'est une procédure de routine que nous effectuons pour nous assurer que tout se déroule correctement. » Elle hésita, et je sentis le sol se dérober sous mes pieds. « Il y a une incompatibilité. » Une incompatibilité? Le matériel génétique de la mère ne correspond pas au profil de votre femme. Nous avons vérifié 3 fois. Il est impossible que l'enfant provienne de son ovule. Le monde ralentit. J'entendais ces mots, mais mon cerveau refusait de les traiter. Comment est-ce possible? Claire a suivi tout le processus de prélèvement. J'étais avec elle. C'est précisément pour cela que je vous ai fait venir. Quelque chose ne va pas. Soit il y a eu une terrible erreur médicale, soit elle ne termina pas, mais son regard disait tout. Je suis rentré chez moi en transe. Claire était dans le salon, feuilletant des catalogues de meubles pour la chambre du bébé. Elle sourit en me voyant, ce sourire familier et chaleureux qu'elle m'offrait depuis 15 ans de mariage. « Chérie, regarde. J'ai trouvé le berceau idéal. Il est fait main, en merisier. » Je la regardais, et pour la première fois de ma vie, je voyais une étrangère. Cette femme avec qui je partageais mon lit, ma maison, ma vie, cette femme en qui j'avais une confiance aveugle, pouvait avoir participé à quelque chose de monstrueux. « Il faut qu'on parle, » dis-je, et ma voix sonnait étrangement plate. Quelque chose dans mon visage a dû l'effrayer. Elle posa le catalogue. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'étais à la clinique, le docteur Mercier a appelé. Je l'ai vu, juste une fraction de seconde, mais je l'ai vu. La peur, une peur réelle, profonde, traversa ses yeux avant qu'elle ne parvienne à remettre son masque de sollicitude. « Mon Dieu, il est arrivé quelque chose au bébé. L'enfant va bien. Mais ce n'est pas le tien, Claire. Génétiquement, il ne vient pas de ton ovule. » Le silence qui tomba fut assourdissant. Je voyais son esprit travailler fébrilement, cherchant une issue, une excuse, n'importe quel salut. « C'est impossible. Il a dû y avoir une erreur au laboratoire. Julien, tu étais avec moi pendant tout le processus. C'est justement pour ça que ça n'a aucun sens. À moins que quelqu'un n'ait délibérément échangé le matériel. » Je m'approchai, la regardant droit dans les yeux. « Dis-moi la vérité, maintenant. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est une erreur, c'est sûr. » Mais sa voix se brisa à la fin. Je reconnus ce mensonge. Après 15 ans de mariage, on connaît chaque intonation, chaque tremblement. « Je sors, » dis-je doucement. « J'ai besoin de réfléchir. Ne m'appelle pas. » Je m'enfermais dans mon bureau. C'était ma 2e maison, l'espace que j'avais créé par des années de travail acharné. L'entreprise que j'avais bâtie avec Pierre, mon associé depuis 10 ans. Nous avions commencé de rien, 2 jeunes architectes avec des plans audacieux. Maintenant, nous avions un portefeuille valant des centaines de millions. Des bureaux dans 3 villes, une équipe de 120 personnes. Pierre, mon associé, mon ami, mon témoin de mariage. Ce même Pierre qui, depuis 2 ans, était en couple avec Chloé, une graphiste de notre studio de 15 ans, sa cadette. Je ne l'aimais pas. Elle était toujours trop douce, trop intéressée. Mais c'était l'affaire de Pierre. Je ne me mêlais pas de sa vie privée. Cependant, quelque chose commençait à germer dans mon esprit. Des souvenirs, de petits détails qui semblaient innocents à l'époque. Comme la façon dont Claire s'était soudainement liée d'amitié avec Chloé quelques mois avant le début de la procédure de GPA. La fréquence de leur café, la façon dont Chloé la conseillait sur le choix de la clinique.
comment Pierre était étrangement intéressé par les détails de notre démarche, demandant des dates, des procédures. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à vérifier. Les documents financiers de l'entreprise, les virements, les factures. J'étais méticuleux en affaires. J'avais tout archivé, classé. Et c'est là que je l'ai trouvé. Un virement du compte de l'entreprise, camouflé en frais de représentation vers une clinique privée. Pas celle où nous suivions notre procédure. Une autre clinique, à Lyon. La date du virement correspondait parfaitement à la période où Claire devait donner ses ovules. Je sentis la bile me monter à la gorge. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Un plan réfléchi, précis, cruel. J'appelais le détective que nous engagions parfois pour vérifier des partenaires commerciaux. Je lui donnais tous les noms, les dates, chaque détail que j'avais. Je lui dis de creuser plus profond que jamais. 3 jours plus tard, j'étais assis dans son bureau, regardant un dossier plein de documents, de photos, d'enregistrements. L'histoire était encore pire que ce que j'avais pu imaginer. Chloé était bien la donneuse d'ovules. Claire avait organisé l'échange, soudoyé un employé de la clinique à Lyon. L'enfant était génétiquement le mien et celui de Chloé. Mais le pire était encore à venir. Dans les documents, il y avait un projet de testament que quelqu'un avait préparé pour moi, avec une clause stipulant qu'en cas de décès, tout mon patrimoine passerait aux enfants. Et s'il n'y avait pas d'autres enfants, alors à celui-ci, l'enfant qui aurait Chloé pour mère biologique mais qui serait élevé par Claire en tant que tuteur légal. Ma femme et mon associé ne prévoyaient pas seulement de voler mon héritage. Ils prévoyaient d'utiliser l'enfant comme clé de mon empire. Et quand je regardais les dates des conversations, je compris. Ils attendaient juste le bon moment. Le moment où ils pourraient faire passer cela pour un accident. Les nuits devinrent insupportables. Je rentrais tard, inventant 1000 excuses. Claire essayait d'agir normalement, mais je voyais le désespoir dans ses yeux. Elle appelait Pierre quand elle pensait que je ne regardais pas. Des conversations chuchotées, des regards rapides. Il faisait semblant que tout allait bien, que c'était juste une collaboration professionnelle de routine. Le détective travaillait sans relâche. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes. Des enregistrements de restaurants où Claire et Chloé s'étaient rencontrés pendant des mois, planifiant les détails. Des virements d'argent sur des comptes intermédiaires. Des SMS récupérés par un spécialiste de la récupération de données. Il y avait là toute l'histoire de leur complot, écrite comme un scénario de film. Le plus poignant fut la conversation qu'il enregistra sur écoute dans notre maison. Claire parlait au téléphone avec Chloé, pensant que j'étais au travail. « Calme-toi, tout se passe comme prévu. Dans 3 mois, l'enfant naîtra, nous aurons le document confirmant que c'est notre enfant, le mien et celui de Julien. Et toi, dans l'année, tu auras ta part. » Pierre prépare déjà les papiers pour la reprise de l'entreprise. Julien signera tout ce qu'il lui présentera. Il lui a toujours fait confiance comme à un frère. Et s'il découvre tout? La voix de Chloé était pleine d'inquiétude. Il ne découvrira rien. Et même si c'était le cas, il sera trop tard. L'enfant sera déjà là, légalement le mien. Et alors, Claire laissa sa phrase en suspens, mais je savais ce qu'elle voulait dire. Alors il mettrait en œuvre la 2e partie du plan. J'ai trouvé une police d'assurance vie que quelqu'un avait souscrite en mon nom il y a 6 mois. Le bénéficiaire? L'entreprise. Et dans l'entreprise, Pierre avait ses influences, ses contacts. S'il m'arrivait quelque chose, Claire en tant que veuve avec un petit enfant, et Pierre comme seul propriétaire restant, contrôlerait tout. Je regardais mon reflet dans le miroir ce soir-là. J'avais 41 ans. J'avais bâti un empire de mes propres mains, grâce à un travail honnête, des nuits blanches, des milliers de sacrifices. Je venais d'une petite ville près d'Orléans. Mes parents étaient enseignants. Ils m'avaient appris que l'intégrité est le fondement de la vie, qu'un homme de valeur est celui qui tient parole, respecte les autres, construit au lieu de détruire. Et maintenant, ces gens en qui j'avais le plus confiance voulaient tout détruire. Ils voulaient voler non seulement mon argent, mais mon identité, mon enfant, ma vie. Non, je ne le permettrai pas. J'ai commencé par un avocat, pas celui de notre entreprise, qui connaissait Pierre. J'ai trouvé la meilleure spécialiste en droit de la famille et des successions à Paris. Une femme à la réputation de fer qui n'avait perdu aucune affaire au cours des 5 dernières années. Maître Valérie Dumont avait son cabinet dans une tour prestigieuse près des Champs-Élysées. J'ai posé toute la documentation devant elle. Tout. Les enregistrements, les documents financiers, les rapports médicaux, les photos. Elle a lu pendant 1 heure en silence,
son visage restant impassible, professionnel. C'est l'un des complots les plus sophistiqués que j'ai jamais vus, dit-elle enfin. Et vous avez de la chance car vous l'avez découvert assez tôt. Légalement, l'enfant ne sera ni le vôtre, ni celui de votre femme. Vous pourrez vous en détacher complètement. Je ne veux pas me détacher de l'enfant, répondis-je. C'est biologiquement mon enfant. Il n'est pas responsable de ce que les autres ont fait. Elle me regarda avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Une approche noble, mais juridiquement complexe. Je gérerai le complexe. Je veux qu'ils en subissent les conséquences. Toutes les conséquences. Mais sans faire de mal à l'enfant. Nous avons passé les semaines suivantes à planifier. Valérie était géniale. Elle prépara une stratégie qui, systématiquement, élément par élément, les priverait de tout ce qu'ils désiraient. Mais cela devait être précis. Un faux pas, et ils pourraient s'enfuir, brouiller les pistes, engager leurs propres avocats et faire traîner l'affaire pendant des années. Pendant ce temps, à la maison, rien n'avait changé. Claire planifiait toujours la chambre du bébé, choisissait des prénoms, discutait avec ses amis de la maternité. Elle commença même à aller à des cours de préparation à la naissance. Le théâtre était parfait. Je jouais aussi mon rôle. Je souriais, j'acquiesçais, je jouais le futur père heureux. Au bureau, Pierre devint étrangement serviable. Il proposait que je prenne plus de congés, que je me repose avant l'arrivée du bébé. Il suggérait qu'il pouvait reprendre certaines de mes responsabilités, me soulager. Je souriais et remerciais, tout en comptant mentalement chacun de ses mouvements. Le détective découvrit encore un détail. L'année dernière, Pierre avait parlé avec quelqu'un de l'embauche d'un spécialiste. L'enregistrement était flou, mais le contexte était clair. Il discutait de la façon de faire ressembler quelque chose à une mort naturelle. Un accident, une crise cardiaque, quelque chose qui n'éveillerait pas les soupçons. Je sentis un froid me pénétrer jusqu'aux os. Ces gens planifiaient vraiment de me tuer. Ma femme, avec qui j'avais partagé 15 ans de vie, mon associé, que j'avais aidé dans les pires moments de sa vie. Maintenant, ils étaient assis chez moi, dans mon bureau, me souriaient, tout en portant dans leur tête les plans de ma mort. Je commençais à tout documenter encore plus précisément. Caméra à la maison, au bureau, écoute. Tout légalement, tout avec l'accord de l'avocat. Chaque conversation, chaque réunion. Je construisais un dossier inattaquable. Un soir, Claire proposa d'organiser un dîner. Pour les amis les plus proches. Pierre, Chloé, peut-être quelques autres personnes. Une célébration avant la naissance du bébé. J'acceptais. Nous choisîmes un restaurant chic à Saint-Germain-des-Prés. Je réservai un salon privé et je préparai une surprise. Ce soir-là, alors que nous étions assis à table, nous quatre, jouant les couples heureux, les amis heureux, je savais que c'était la dernière fois qu'ils pourraient faire semblant. Dans 3 jours, tout changerait. Dans 3 jours, je déclencherais le plan. Je regardais Claire rire à une blague de Pierre. Je regardais Chloé toucher son bras, jouant l'innocence. Et je ne ressentais ni colère, ni fureur. Je ressentais un calme glacial. Ils construisaient leur propre prison de leurs mains. Et moi, je tiendrais les clés. Le premier mouvement fut le plus simple et le plus douloureux. Le lendemain du dîner, je rencontrai le notaire. Le même qui avait rédigé le testament pour Pierre et qui, comme il s'avéra, était sur sa liste de paix. Je vins avec mon avocate Valérie et un second notaire, cette fois totalement indépendant. « Maître, veuillez examiner ce projet de testament », dit Valérie, posant le document devant le notaire corrompu. « C'est bien le document que vous avez préparé pour mon client, n'est-ce pas ?» L'homme blêmit. C'était une simple consultation. Aucun engagement. Une consultation payée par Pierre Lecomte et non par Monsieur Julien. Une consultation qui contient accidentellement des clauses très favorables à Monsieur Lecomte et à une certaine jeune femme prénommée Chloé. Quelle coïncidence intéressante. Je déposai une plainte officielle à la Chambre des notaires. À la fin de la semaine, cet homme avait perdu sa licence. Je ne ressentais pas de satisfaction, juste la précision froide de l'action. Le deuxième mouvement était plus complexe. L'entreprise. Nous avions construit notre société pendant 10 ans, mais j'avais toujours été le plus prudent. Tous les contrats clés, toutes les relations clients les plus importantes, tout passait par mes mains. Pierre était un excellent architecte, mais c'était moi qui maintenais le business en vie. Je commençais à parler discrètement avec nos plus gros clients. Promoteurs, institutions, grandes entreprises.
Je leur disais que je prévoyais des changements structurels dans l'entreprise, que j'envisageais une nouvelle direction. À certains, je mentionnais quelques découvertes financières inquiétantes. Je ne le disais pas directement, mais je semais des graines de doute. Parallèlement, je préparais les documents pour la scission d'une partie de l'entreprise. Totalement légal, tout était inscrit dans notre pacte d'associés. Je pouvais à tout moment annoncer le partage des actifs et partir avec une partie des contrats que j'avais personnellement négociés. Cela signifiait que Pierre resterait avec l'entreprise, mais sans ses actifs les plus précieux. Le troisième mouvement concernait Claire directement. J'appris qu'elle avait essayé de modifier notre testament commun il y a un mois, celui que nous avions rédigé juste après notre mariage. Elle voulait ajouter une clause stipulant qu'en cas de mon décès, tous les fonds passeraient d'abord à l'enfant, et qu'elle, en tant que mère, serait la tutrice légale de ces fonds jusqu'aux 18 ans de l'enfant. 20 ans de contrôle total sur ma fortune. Heureusement, notre notaire de famille, un vieil ami de mon père, était honnête. Il m'avait appelé pour me demander si je voulais vraiment introduire de tels changements. Je lui dis la vérité, toute la vérité. Et je lui demandais de ne pas dire à Claire qu'il m'avait contacté. Au lieu de cela, il rédigea un faux document qu'il lui donna à signer, disant que tout était en ordre. Claire sortit satisfaite, pensant avoir sa garantie. Le vrai testament, je le préparais déjà. En cas de mon décès, tout irait à une fondation que j'avais créée en secret. Une fondation qui s'occuperait d'aider les enfants de milieux difficiles, exactement ceux dont je venais moi-même. Ni Claire, ni Pierre, ni Chloé ne recevraient un seul centime. Le quatrième mouvement était personnel. L'enfant, mon enfant biologique, qui grandissait dans le ventre de la mère porteuse. La femme qui le portait ne savait rien du complot. Elle était juste une femme qui avait besoin d'argent et avait accepté d'aider, pensait-elle, un couple aimant à avoir un enfant. Je la rencontrai personnellement. Caroline avait 28 ans, était divorcée avec 2 enfants à elle. Elle avait besoin d'argent pour l'opération de son fils cadet. Elle pleura quand je lui racontais la vérité. Ils m'ont utilisé, chuchota-t-elle. Je pensais faire quelque chose de bien. Vous avez fait quelque chose de bien, lui dis-je. Cet enfant est innocent, et il aura une belle vie, je le promets. Mais j'ai besoin de votre aide. Je lui expliquai le plan. Après la naissance de l'enfant, Caroline témoignerait de ce qui s'était vraiment passé, de la façon dont Claire et Chloé étaient venues la voir avec la proposition, comment tout avait été arrangé. Elle avait tous les SMS, tous les virements, toutes les preuves. En échange, je lui proposais non seulement le paiement complet pour la GPA, mais aussi un soutien supplémentaire. J'ai payé l'opération de son fils. Je lui ai donné les moyens pour un nouveau départ. Pas par pitié, mais par sens de la justice. Elle était une victime tout autant que moi. Le cinquième mouvement fut le plus satisfaisant. Les médias. Je connaissais un journaliste, Luc Dubois, qui animait une émission d'investigation sur une grande chaîne nationale. Il était inflexible, impitoyable dans sa recherche de la vérité. Il y a quelques années, je l'avais aidé à dévoiler une affaire de corruption à la mairie. Il se souvenait de ce service. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau. Je lui ai tout montré. Documents, enregistrements, témoignages. Ses yeux brillaient en parcourant les matériaux. Ce sera l'histoire de l'année, dit-il. Mais je dois vérifier, chaque détail. Si un seul élément s'avère faux, toute l'affaire s'effondre. Vérifie, tu as ma permission totale. Tout est vrai. Luc travailla pendant 2 semaines. Il vérifia chaque fait, parla aux avocats, contacta les cliniques. Finalement, il appela. Tu es prêt? Ça va détruire leur vie. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière, répondis-je. Ils l'ont déjà brûlé quand ils ont décidé de détruire la mienne. L'émission devait être diffusée dans 1 semaine. Mais avant cela, je devais exécuter le dernier mouvement, le plus important. J'invitai Claire, Pierre et Chloé à dîner chez nous. Je dis que je voulais discuter de l'avenir de l'entreprise et de la famille. Ils vinrent sans soupçon, souriants, sûrs d'eux. Alors qu'ils étaient assis dans mon salon, dans la maison que j'avais achetée avec mon propre argent, l'argent gagné par un travail honnête, j'ouvris le dossier que Valérie avait préparé. Avant de commencer, dis-je calmement, j'aimerais que vous voyiez quelque chose. Je lançai l'enregistrement. Leur propre voix, leurs propres mots, prononcés avec la conviction que personne n'écoutait. Les plans, les complots, les conversations sur ma mort. Le silence qui tomba fut absolu. Claire parla la première. Sa voix était perçante, désespérée. « Julien, ce n'est pas ça, c'est...
C'est exactement ça, l'interrompis-je. C'est exactement ce que vous avez planifié. Voler mon enfant, ma fortune, ma vie. Et vous pensiez que je ne le découvrirais pas? Pierre essaya de garder son calme. Écoute, on peut expliquer. Il n'y a rien à expliquer. J'ai les documents, les enregistrements, les témoignages. J'ai tout. Et dans une semaine, toute la France en entendra parler. Chloé commença à pleurer. De vraies larmes, pas des fausses. Pardon, je ne voulais pas. C'était l'idée de... Je me fiche de savoir de qui c'était l'idée, dis-je glacialement. Ce qui m'importe, c'est que vous y avez tous participé, et vous allez tous payer pour ça. Claire tomba à genoux. Littéralement. Elle tomba à genoux devant moi, pleurant, suppliant. Julien, s'il te plaît, je t'aime. C'était une erreur, une terrible erreur. On peut arranger ça. Je la regardais et je ressentais le vide. La femme que j'aimais n'existait pas. Elle n'avait jamais existé. Ce n'était qu'un masque qu'elle avait porté pendant des années. Il n'y a qu'une chose que vous pouvez faire, dis-je. Et c'est la seule offre que vous recevrez. Si vous voulez savoir la suite, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et écrivez dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place de Julien. Vous signerez les documents de renonciation à toute prétention sur l'enfant. Chloé reconnaîtra publiquement qu'elle est la mère biologique. Pierre me vendra ses parts dans l'entreprise pour €1 symbolique. Claire quittera cette maison ce soir et n'essaiera plus jamais de me contacter. Et moi peut-être que je n'irai pas voir le procureur avec ça. C'est tout? Pierre semblait presque surpris. On te donne tout et on est libre? Je souris, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. J'ai dit peut-être. Cela dépendra de votre degré de coopération. Parce que voyez-vous, dans une semaine, l'émission sur votre complot sera diffusée. C'est déjà fait. Je ne peux pas l'arrêter, même si je le voulais. La seule chose que vous pouvez faire, c'est essayer de minimiser les dégâts. Claire cessa de pleurer. Dans ses yeux apparut autre chose. Un calcul froid. Tu nous mens. Aucun journaliste ne diffuserait ça sans notre accord. Nous avons des droits. Vous avez un droit de réponse à l'antenne. De donner votre version. Mais les faits resteront les faits. Et les faits sont accablants. Je lui tendis un autre dossier. Ce sont les documents qui seront rendus publics. Vous pouvez les consulter. Pierre parcourait les papiers, et son visage devenait de plus en plus pâle. Comment tu... Tout ça? Les caméras? Les écoutes? C'est illégal. Tout est légal. Demande à un avocat. Dans ma propre maison, dans ma propre entreprise, j'ai le droit d'installer des caméras. Surtout quand j'ai des raisons de soupçonner un crime. Je m'assis en face d'eux, calme, comme un homme qui a déjà gagné. Vous pouvez vous battre. Vous pouvez engager des avocats, essayer de porter plainte, faire traîner l'affaire des années. Mais à chaque audience, à chaque interrogatoire, cette histoire reviendra. Vos noms seront associés à l'escroquerie, au complot, à la tentative de meurtre. Nous n'avons jamais planifié de meurtre, cria Chloé, la voix hystérique. C'est faux. Vraiment? Je lançai un autre enregistrement. La voix de Pierre, discutant avec un homme inconnu de la solution au problème. De la façon dont un accident de voiture serait le plus difficile à prouver. De la façon dont une crise cardiaque chez un homme de l'âge de Julien n'éveillerait pas les soupçons. Le silence était écrasant. Vous n'existez plus, dis-je doucement. Vous êtes fini. La seule question est, voulez-vous traverser cela avec un reste de dignité, ou préférez-vous que tout le procès soit public, douloureux et humiliant? Nous avons passé les 2 heures suivantes avec le notaire et les avocats. Mes avocats. Ils signaient document après document. Pierre cédait ses parts. Chloé signait la déclaration de maternité biologique et la renonciation aux droits parentaux. Claire renonçait à toute prétention financière découlant du mariage. Et pour le divorce? Demanda Claire. Sa voix était vide, mécanique. Les papiers sont déjà prêts. Tu signeras demain matin chez mon avocat. Divorce par consentement mutuel, procédure rapide. Tu auras l'appartement à Nice que j'ai acheté il y a 5 ans comme investissement. Et une indemnité unique, 50 000 €. C'est plus que ce que tu mérites. J'ai vécu avec toi 15 ans, chuchota-t-elle. Et je reçois 50 000 et un appartement? Tu as vécu avec moi pendant 15 ans en planifiant de me tuer. Sois reconnaissante de ne pas aller en prison. Quand il fut reparti, ma maison semblait étrangement vide. Je restais dans le salon, regardant les murs qui avaient vu tant de moments de ma vie. Le premier café après l'emménagement, les dîners de Noël,
les conversations tard dans la nuit. Tout était un mensonge. J'appelais ma mère. Elle était en province, dans la petite maison où j'avais grandi. Elle décrocha après la deuxième sonnerie. Sa voix était chaleureuse, inquiète. « Chérie, si tard, tout va bien ? Maman, je dois te dire quelque chose. » Je lui racontais tout, toute l'histoire. Elle pleurait en écoutant, et pour la première fois depuis des semaines, je sentis quelque chose se briser en moi. Je ne pleurais pas, mais quelque chose dans ma poitrine faisait si mal que je pouvais à peine respirer. « Je viens te voir, » dit-elle. « Demain matin, tu ne devrais pas être seule. Maman, je ne suis pas seule. J'ai un enfant qui va naître. J'ai une entreprise, des employés qui comptent sur moi. Tu m'as moi, dit-elle doucement, et ton père. Et ça ne changera jamais. » Le lendemain, Pierre ne vint pas au travail. Il envoya un mail à toute l'équipe, informant que pour des raisons personnelles, il démissionnait de ses fonctions d'associé et quittait l'entreprise. Il n'expliqua rien de plus. Les gens au bureau étaient choqués. Pierre était là depuis le début. Il le connaissait, le respectait. Je convoquai une réunion de toute l'entreprise. 120 personnes se rassemblèrent dans la salle de conférence principale. Je voyais dans leurs yeux des questions, de l'inquiétude. « Je sais que vous êtes inquiets du départ de Pierre, » commençai-je. « Je ne peux pas encore tout vous dire, mais bientôt certaines choses deviendront publiques. Ce que je peux vous promettre, c'est que l'entreprise est stable. Tous les contrats sont sûrs, vos emplois sont sûrs. Et je ferai tout pour que cette entreprise non seulement survive, mais continue de se développer. » Un jeune architecte, Michel, qui travaillait avec nous depuis 3 ans, leva la main. « Monsieur Julien, est-ce que cela a un rapport avec... Excusez-moi, mais nous avons entendu des rumeurs sur des problèmes personnels, sur votre femme. Michel, j'apprécie ta franchise. Oui, c'est lié à ma situation personnelle. Mais je ne permettrai pas que mes problèmes privés affectent votre avenir. Cette entreprise, ce n'est pas que moi, c'est chacun de vous. Et nous continuerons notre travail. » L'ovation qui suivit fut inattendue. Les gens se levèrent en applaudissant. Je voyais sur leur visage plus que de la loyauté envers un employeur. Je voyais du respect. La semaine passa lentement. Les journées étaient remplies de travail, de réunions, d'obligations normales. Mais chaque nuit, en rentrant dans ma maison vide, je sentais le poids de tout cela. Je ne regrettais pas ma décision. Je savais que j'avais agi comme il le fallait, mais cela ne voulait pas dire que c'était facile. Caroline accoucha jeudi matin. Un garçon. En bonne santé, fort, magnifique. J'étais à l'accouchement, je tenais sa main quand elle criait de douleur. Et quand la sage-femme posa mon fils dans mes bras, je ressentis quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir après tout ce que j'avais traversé. Je ressentis de l'espoir. « Comment vas-tu l'appeler » demanda Caroline, épuisée mais souriante. « Antoine, dis-je. Antoine Michel, en l'honneur de mon père et de mon grand-père. C'est un beau prénom. » Ce soir-là, en tenant Antoine à l'hôpital, quand il me regardait avec ses grands yeux innocents, je sus que tout ce que j'avais fait en valait la peine. Cet enfant n'était pas le fruit de l'amour. Il était le produit d'une manipulation, d'un complot, de mensonges. Mais cela n'avait pas d'importance. C'était mon fils. Et je lui donnerai tout ce dont il a besoin pour une vie heureuse. L'émission fut diffusée dimanche soir, en prime time. Enquête spéciale, avec Luc Dubois, avait en moyenne 2 millions de téléspectateurs. Ce jour-là, ils étaient 4,5 millions. J'étais assis chez moi avec mes parents. Antoine dormait dans son berceau à côté, paisible, inconscient de la tempête qui venait de se déchaîner. Ma mère serrait la main de mon père quand l'émission commença. Je ne voulais pas les exposer à cela, mais ils ne pouvaient pas me laisser seul. Luc n'épargna personne. Il montra tout. Enregistrements, documents, interviews. Il parla avec Caroline qui raconta sa version de l'histoire. Avec l'employé de la clinique, qui avoua la corruption, avec le notaire, qui avait déjà perdu sa licence. Chaque élément était précisément documenté, vérifié, indiscutable. Quand ils montrèrent l'extrait de l'enregistrement où Claire et Chloé planifiaient les détails, ma mère soupira bruyamment. « Mon Dieu, comment a-t-elle pu ? Ce n'est pas la même femme que tu connaissais, maman, » dis-je doucement. Elle ne l'a jamais été. Le téléphone commença à sonner presque immédiatement. Je l'éteignis. Je savais que ce seraient des journalistes, des curieux, des connaissances. Mais je n'avais envie de parler à personne. L'émission parlait pour moi. Les réseaux sociaux explosèrent. Twitter, Facebook,
Instagram, chaque plateforme bourdonnait de commentaires. Trahison devint une tendance en France. Les gens partageaient des opinions, des jugements, des théories. La plupart étaient de mon côté. Ils voyaient en moi une victime, un homme trahi par ses proches. Mais il y en avait aussi qui critiquaient. Pourquoi enregistre-t-il sa propre femme? C'est de la paranoïa. Peut-être qu'il a fait quelque chose de mal lui-même, puisqu'elle voulait le tromper. Les trolls d'Internet trouvent toujours un moyen de retourner la situation. Je ne me souciais pas d'eux. La vérité était claire pour quiconque voulait la voir. Le lundi matin, tous les journaux avaient cette histoire en première page. Le Parisien, Le Monde, Le Figaro. Chacun avec son propre angle, sa propre interprétation, mais tous avec les mêmes faits. Claire essaya de se défendre. Elle donna une interview à un tabloïd, pleurant devant la caméra, disant que tout cela était un malentendu, qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Je l'aimais. Je l'aime toujours. C'était un moment de faiblesse, j'ai laissé les autres me manipuler. Personne ne l'a cru. Les commentaires sous l'article étaient impitoyables. Larmes de crocodile. Tu t'es fait prendre, maintenant tu regrettes. Tu devrais être en prison. Chloé disparut complètement. Elle supprima tous ses profils sur les réseaux sociaux, arrêta de répondre au téléphone. Quelqu'un trouva son adresse et des gens commencèrent à venir devant son appartement. Ce n'était pas menaçant. Ils restaient juste là à regarder, prenant des photos. La police dut intervenir plusieurs fois. Pierre essaya de sauver la face. Il publia une déclaration officielle par le biais de son avocat, disant qu'il regrettait profondément sa participation à ces événements malheureux et qu'il prenait des mesures pour réparer les dommages causés. C'était du baratin juridique vide qui ne convainquit personne. Sa femme, que j'avais oublié de mentionner plus tôt car ils avaient divorcé il y a 2 ans, donna une interview dévastatrice. Elle raconta comment Pierre avait toujours été un manipulateur, comment il l'avait trompé pendant des années, comment il utilisait les gens pour ses propres objectifs. Julien était comme un frère pour lui, et il l'a trahi pour de l'argent. Cela montre qui est vraiment Pierre Lecomte. Les conséquences furent immédiates et impitoyables. Pierre essaya de trouver du travail dans d'autres cabinets d'architectes. Personne ne voulait de lui. Son nom était brûlé. Aucun promoteur sérieux. Aucune grande entreprise ne voulait être associée à un homme avec sa réputation. Claire perdit toutes ses amies. Les femmes avec qui elle allait bruncher, qu'elle rencontrait à la salle de sport, qu'elle considérait comme des confidentes proches, toutes se détournèrent d'elle. L'une d'elles, Dorothée, publia sur son blog un long post expliquant que Claire avait toujours été un peu fausse, qu'elle avait toujours soupçonné que quelque chose ne tournait pas rond. Des amitiés mises en scène. C'est exactement comme ça que fonctionne ce monde. Quand tu es au sommet, tout le monde t'aime. Quand tu tombes, personne ne te connaît. Pour moi, la vie devenait étrangement normale. Antoine était mon monde. Les nuits sans sommeil, les biberons, les couches, ces petits moments où il souriait dans son sommeil. Mes parents restèrent quelques semaines, m'aidant, m'apprenant à être père. « Tu sais que tu n'es pas obligé de faire ça tout seul », dit ma mère un soir en berçant Antoine. « Tu trouveras quelqu'un, une femme bien, qui t'aimera toi et cet enfant. Peut-être un jour, maman, mais maintenant, je dois me concentrer sur lui et sur la reconstruction de ce qui a été détruit. » L'entreprise avait effectivement besoin d'être reconstruite. Quelques clients s'étaient retirés inquiets du scandale. Mais la plupart étaient restés. Ils voyaient que j'étais la victime, pas le coupable. Et je travaillais plus dur que jamais pour prouver que je méritais leur confiance. J'embauchais de nouveaux architectes, des jeunes talentueux qui apportèrent des idées fraîches. L'entreprise commença à se transformer. Ce n'était plus l'entreprise de Julien et Pierre. C'était mon entreprise, une vision que je voulais réaliser. L'un de nos plus gros projets, un centre d'affaires à Bordeaux, était menacé après le scandale. Le promoteur, M. Lefebvre, me convoqua pour une réunion. J'étais préparé au pire. « Monsieur Julien » commença-t-il alors que j'étais assis dans son bureau. « J'ai lu ce qui vous est arrivé. C'est terrible ce que vous avez traversé. Merci. Je comprends si vous voulez vous retirer du contrat. Je ne me battrai pas. » Il me regarda puis sourit. « Me retirer ? Au contraire. Je veux augmenter notre contrat. La façon dont vous vous êtes comporté, dont vous avez géré tout cela avec dignité, sans vengeance, sans violence, cela montre qui vous êtes. Cela montre que vous êtes un homme de principe. Et c'est avec des gens comme ça que je veux faire des affaires.
Je sortis de cette réunion avec un contrat valant 5 millions d'euros de plus que prévu initialement. Le business, il s'est avéré, respectait l'honnêteté plus que je ne le pensais. Mais le plus satisfaisant fut la lettre que je reçus un mois après la diffusion de l'émission. De Chloé. Elle écrivait qu'elle était en thérapie, qu'elle essayait de comprendre pourquoi elle avait pris de telles décisions, qu'elle ne cherchait pas le pardon, car elle savait qu'elle ne le méritait pas. Mais elle voulait que je sache qu'Antoine aurait une sécurité financière de sa part. Elle avait créé un fonds fiduciaire dans lequel elle avait mis tout l'argent reçu de Pierre au fil des ans. Plus de 250 000 euros. Cet argent devait être disponible pour Antoine à ses 18 ans. Cela ne compensera pas mon erreur, écrivait-elle. Mais peut-être que cela lui donnera un meilleur départ dans la vie. Il le mérite. Il ne porte pas la faute des péchés de sa mère. Je montrai la lettre à mon avocat. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est sincère, et je pense que tu devrais accepter, pour le bien de l'enfant. J'acceptais. Pas pour Chloé, pas pour sa conscience, pour Antoine. Car malgré tout, elle était sa mère biologique. Et peut-être qu'un jour, quand il sera adulte, il voudra la connaître, comprendre cette histoire complexe. Ou peut-être pas. Ce sera son choix. Le parquet ouvrit une enquête d'office. Je n'eus pas besoin de témoigner. Tout ce que j'avais montré dans l'émission devint pièce à conviction. La procureure, une jeune femme nommée Madame Renaud, était implacable dans la recherche de la vérité. Claire fut accusée d'escroquerie et de tentative d'extorsion d'héritage. Pierre de complicité dans les mêmes faits, plus tentative d'élimination de témoins, c'est-à-dire moi. Chloé de participation consciente à une fraude concernant la filiation de l'enfant. Les employés de la clinique, le notaire, tous ceux qui avaient pris part au complot, firent face à la justice. Le procès dura 8 mois. J'allais à chaque audience. Pas pour m'acharner sur eux, mais pour montrer que je n'avais pas peur de les regarder dans les yeux. Que ce qu'ils m'avaient fait ne m'avait pas brisé. Claire écopa de 2 ans avec sursis et de 5 ans d'interdiction de contact avec moi et Antoine. De plus, elle dut rendre tout ce qu'elle avait reçu dans le cadre du règlement de divorce. L'appartement à Nice, l'indemnité, tout. Le tribunal jugea qu'elle ne méritait aucun fonds provenant de ma fortune. Elle sortit de la salle d'audience pâle, recroquevillée. Son avocat essayait de dire quelque chose aux médias, mais personne n'écoutait. L'histoire était déjà vieille. Les gens étaient passés au scandale suivant. Pierre prit 3 ans ferme. Pour tentative d'organisation d'assassinat. Les enregistrements étaient clairs, les preuves irréfutables. Quand ils l'emmenèrent menotté, il me regarda. Il n'y avait pas d'hostilité dans ce regard. C'était de la fatigue, de la résignation. Chloé écopa d'1 an avec sursis en tant que collaboratrice de l'enquête. Elle avait témoigné contre Pierre et Claire, confirmant chaque détail de leur plan. Le juge fut clément envers elle, voyant qu'elle avait été manipulée par des comploteurs plus âgés et plus expérimentés. Quand tout fut fini, quand le dernier verdict fut prononcé, je ressentis un étrange vide. Pendant près d'1 an, j'avais vécu avec ce procès, cette accusation, cette attente de justice. Et maintenant, c'était le silence. J'étais libre. Antoine avait déjà 9 mois. Il rampait partout dans la maison, attrapait tout ce qui lui tombait sous la main, riait de ce rire profond et sincère d'enfant. Il était ma joie, la raison pour laquelle je me levais chaque jour. J'engageais une nounou, Catherine, une femme dans la quarantaine qui avait élevé ses 3 propres enfants. Elle était patiente, aimante, exactement ce dont Antoine avait besoin. Et moi, je pouvais me concentrer sur la reconstruction de ma vie. L'entreprise prospérait. La reprise des parts de Pierre m'avait coûté plus que je ne le pensais. Pas financièrement, je les avais eus pour un euro symbolique, mais structurellement. Je dus réorganiser toute la direction, répartir les tâches que Pierre effectuait auparavant. Je trouvai une partenaire commerciale, Anne Vasseur, une architecte avec 10 ans d'expérience dans de grandes firmes internationales. Elle était dure, exigeante, mais honnête. Après ce que j'avais traversé, l'honnêteté était pour moi une valeur inestimable. Je ne serai pas un deuxième Pierre, dit-elle en signant le contrat. Je n'ai pas l'intention de te voler ni de te trahir, mais je ne te dirai pas amen quand tu auras tort. Tu as besoin d'un partenaire qui te dise la vérité, pas d'un béni oui-oui. C'est exactement pour ça que je t'engage. Sous sa direction, l'entreprise gagna de nouveaux clients prestigieux. Nous avons conçu le nouveau siège d'un ministère à Paris, un centre commercial à Bordeaux, un complexe résidentiel à Lyon. Notre travail était présenté dans des magazines d'architecture internationaux.
J'étais fier de ce que nous avions créé, de ce que j'avais reconstruit sur les ruines. 1 an après le procès pour l'anniversaire d'Antoine, j'organisais une petite fête. Mes parents, Anne et son mari, quelques amis proches qui étaient restés avec moi tout ce temps. Catherine avait fait un gâteau, grand, au chocolat, avec une bougie dessus. Antoine essaya d'éteindre la bougie, soufflant de toutes ses forces, mais il n'avait pas assez de souffle. Je l'aidai, tenant sa petite main dans la mienne. « Fais un vœu », dit ma mère, souriant à travers ses larmes. Je fermai les yeux. Que pouvais-je souhaiter? J'avais un fils en bonne santé. J'avais un bon travail. J'avais des gens qui m'aimaient et me soutenaient. Justice avait été rendue. Je fis un seul vœu, qu'Antoine n'ait jamais à connaître une trahison comme la mienne. Qu'il grandisse dans un monde où les gens tiennent parole, où l'amour est vrai, où la famille signifie plus que le sang. Ce soir-là, quand tout le monde fut parti, j'étais assis sur la terrasse tenant Antoine sur mes genoux. Il regardait les étoiles, pointant son petit doigt, babillant dans son langage d'enfant. « Tu vois ces étoiles ?» lui dis-je, même si je savais qu'il ne comprenait pas. « Un jour je te raconterai l'histoire de ta venue au monde, ce que les gens ont fait pour te créer, et à quel point je t'aime, malgré tout. » Il se blottit contre moi, chaud, en sécurité, mien. Le téléphone sonna. Le numéro de Claire. La première fois depuis le verdict. J'hésitais un instant à répondre. Finalement, je décrochai. Julien. Sa voix était basse, incertaine. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais je voudrais le voir. Juste une fois. Je ne demande pas de droits parentaux, je ne demande rien. Juste un regard. Je gardai le silence longtemps. Antoine commençait à s'endormir sur mes genoux. Son souffle devenait régulier, calme. « Non, dis-je finalement. Tu ne peux pas. Tu ne mérites pas ce droit. Tu as brisé chaque règle, chaque limite. Et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Julien, s'il te plaît, c'est mon fils, pas le tien. Il n'a jamais été le tien. Et il ne le sera jamais. » Je raccrochais, je bloquais le numéro. Cette partie de ma vie était close. Définitivement. 3 ans plus tard, je rencontrai quelqu'un. Sophie travaillait à la bibliothèque de la Sorbonne. Elle était professeure de littérature française. Nous nous sommes rencontrés par hasard, alors que je venais emprunter des livres sur l'éducation des enfants. Nous avons parlé de Victor Hugo, de Baudelaire, de la façon dont la littérature nous aide à comprendre la nature humaine. Je l'invitai à prendre un café, puis à dîner, puis en promenade avec Antoine. Elle ne posait pas de questions sur mon passé. Elle savait qui j'étais, elle avait vu l'émission, lu les articles. Mais cela ne l'intéressait pas. Le passé est ce qui a été, me dit-elle lors de notre 5e rendez-vous. Moi, je m'intéresse à qui tu es maintenant. Et qui suis-je maintenant? Un homme bon, un bon père, quelqu'un qui mérite une seconde chance. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Un mariage modeste, seulement la famille proche. Antoine était garçon d'honneur, il avait 5 ans, fier dans son petit costume. Quand Sophie me jura amour, fidélité, respect, je la crus, car cette femme m'avait montré que le véritable amour existe, qu'on peut faire confiance, qu'on peut se reconstruire. Parfois je pense à Claire, à Pierre, à Chloé. Je me demande à quoi ressemble leur vie maintenant. Regrettent-ils? Ont-ils compris ce qu'ils ont fait? Probablement pas. Les gens comme eux comprennent rarement l'ampleur de leur mal. Mais ce n'est plus mon affaire. Mon affaire, c'est Antoine, qui finit justement l'école primaire avec les meilleures notes de la classe. Mon affaire, c'est Sophie, qui est enceinte de notre fille. Mon affaire, c'est l'entreprise qui vient de remporter l'appel d'offres pour la conception de la nouvelle gare de Paris. La vie a continué. Et moi, malgré tout, j'ai trouvé le bonheur. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Écrivez dans les commentaires, est-ce que Julien a agi comme il le fallait?